Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Monseigneur Pietro Parolin, secrétaire d'État au Saint-Siège en visite à Monaco. Et bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Une partie de ce best-of sera consacrée à la crise sanitaire. Le docteur Keita Pearce, chef du service épidémiologique du CHPG, nous expliquera très concrètement et scientifiquement ce que valent actuellement les vaccins contre la Covid. Le président du Conseil national nous donnera son point de vue, entre autres sur un futur projet de loi concernant la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Pendant ce temps-là, le plongeur Laurent Balesta a refait surface après une vingtaine de jours de plongée à plus de 100 mètres de profondeur du côté de la Corse pour explorer de mystérieux anneaux de corail. Pierre Cellario nous présentera le prochain Mondial du Théâtre de Monaco, un festival qui se déroulera à partir du 17 août et qui date de 1957. Le commissaire général de l'ACM nous dévoilera le parcours du prochain Rallye Monte-Carlo du 17 au 23 janvier 2022. Et cette année, grande nouveauté, tout se déroulera sur Monaco et ses alentours. On commence par un extrait de l'entretien de samedi avec la présidente de Fightets Monaco à l'occasion de sa soirée de gala. La princesse Stéphanie en a profité pour nous donner des nouvelles de ses affiliés isolés mais jamais abandonnés pendant cette crise. Bon best-of et on se retrouve dans quelques instants. C'est l'occasion pour nous de faire un bilan de cette année un peu particulière. Comment se porte l'association et ses affiliés ? Ça a été très difficile pour beaucoup d'affiliés qui souffrent déjà d'isolement en temps normal. Et là encore, avec les confinements, ça a été très difficile pour certains. Et puis de ne pas avoir l'association ouverte pour pouvoir venir voir Oui. les autres affiliés, toutes les activités qu'on organise pour eux. De ne pas avoir ça, ça a été très difficile psychologiquement pour eux. Parler du sida maintenant, c'est vrai que c'est une pandémie mondiale, mais le sida, ça fait 40 ans que c'est une pandémie mondiale. Ouais, donc on pourrait continuer à en parler aussi un petit peu. À part Monaco, personne ne parle du VIH. Et c'est pour ça que je suis très fière de mon pays et de Fightets Monaco, parce que nous, on s'accroche et on continue le combat et d'informer et d'être là pour les personnes vivant avec le VIH. Le variant, c'est une forme légèrement modifiée du virus d'origine qui est liée à une mutation de son matériel génétique. Le matériel génétique du virus, c'est quoi? C'est une succession de lettres, d'un petit alphabet de 5 lettres en fait, qui forment des mots. Et il faut imaginer une secrétaire qui va taper un grand nombre de fois, recopier ces mots un grand nombre de fois. De temps en temps, elle va se tromper, elle va faire une faute de frappe. Et la faute de frappe, ça va conduire à un mot qui va être mal orthographié. Et ça, c'est le variant, c'est la mutation. Ce qui apparaît dans les toutes dernières études, c'est qu'on est protégé correctement à partir de 2 doses. C'est-à-dire que quand on fait la maladie, on a une immunité. Et par rapport au variant indien, cette immunité n'est pas suffisante. De la même façon, quand on est vacciné, quand on a une seule injection, cette immunité, elle n'est pas suffisante. On a une immunité suffisante à partir de 2 doses ou de la maladie plus une dose. Moi aussi, j'ai eu des doutes tant qu'on n'avait pas les données scientifiques, tant qu'on n'avait pas les publications avec les collègues. Avant la mise sur le marché des premiers vaccins, on s'est interrogé. Je pense que c'est légitime d'avoir des doutes. Puis après, nous, on a guetté, on a analysé, on a staffé les résultats et on a été rassurés. Quand on a des doutes, il faut s'adresser aux gens qui peuvent répondre d'une façon scientifique, pas d'une façon ésotérique. Donc qu'est-ce qu'on regarde? On regarde qu'il y a des milliards de doses qui ont été injectées, qu'il n'y a pas plus de réactions qu'avec un autre vaccin. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, oui, c'est vrai que ça a été vite fait, cette histoire de vaccin. Mais pourquoi? Parce que depuis des années, il y a des plateformes vaccinales, ce qu'on appelle des plateformes vaccinales, qui sont en fait des endroits où il y a des chercheurs qui ont cherché sur des vaccins pour le SARS, l'autre coronavirus des années 2000, sur le MERS, sur Ebola. Donc on n'est pas parti de rien, ce n'est pas une technologie qui jaillit comme ça de nowhere. Le gouvernement devrait déposer un projet de loi prochainement rendant obligatoire la vaccination du personnel soignant. Quel est votre point de vue là-dessus ? Eh bien, nous considérons effectivement que quand on a la charge de prendre à son compte la santé de la population, quand un malade vient confier sa vie, parfois sa santé en tout cas, à des soignants dans un lieu de soins, il nous semble effectivement normal que tout soit fait pour protéger les patients et les malades. Donc on sait aujourd'hui, on le sait, que si le vaccin n'est pas une garantie absolue de non-contagion, on sait dans des proportions qui sont plus contestées, 8, 10, 12 fois,
en tout cas qu'on protège beaucoup mieux et que donc on est nettement moins contagieux, on va dire au moins une dizaine de fois moins que quand on n'est pas vacciné. Donc je crois qu'il est normal, ça doit faire partie de la déontologie des soignants, de faire le maximum pour protéger effectivement les patients. Donc oui, nous sommes favorables à la vaccination obligatoire des soignants et de ceux qui sont au contact des personnes les plus fragiles. Pour autant, nous voulons laisser encore le temps aux soignants de nos structures de soins monégasques d'avoir le temps, par la persuasion encore, par les explications, qu'ils se fassent vacciner volontairement. C'est pourquoi nous laisserons quelques semaines encore et nous ne voterons pas immédiatement ce projet de loi qui sera déposé, nous dit le gouvernement, début du mois d'août. Nous l'examinerons dans le courant du mois de septembre. Et je rappelle que le vaccin protège soi-même, protège les autres et qu'il faut tout faire. Nous sommes très favorables, bien sûr, à la vaccination. Mais voilà, il faut encore laisser un peu de temps pour que la persuasion et la pédagogie l'emportent sur la coercition en matière de vaccination obligatoire des soignants. Autre dossier, hier au soir, le Conseil national s'est réuni en séance publique, en session extraordinaire, pour voter une loi afin de sauvegarder le secteur protégé. Vous l'avez qualifié d'historique. En quoi cette loi est historique? Oui, alors je sais que cet adjectif est galvaudé. Il est trop souvent utilisé. Mais je crois vraiment, hier soir, je l'ai utilisé parce que je crois vraiment que nous avons voté une loi historique. Depuis 1947, vous vous rendez-vous compte, depuis plus de 70 ans, inexorablement, face à une fatalité qu'on croyait incontournable, petit à petit, le secteur protégé d'habitation fondait comme neige au soleil. Eh bien, depuis le vote de la loi donc, hier soir, et désormais, dans ces immeubles reconstruits, il y aura autant de surfaces propriété de l'État, relouées donc à loyer modéré avec des baux sécurisés qu'il y en avait dans les immeubles détruits. Donc on a effectivement assuré pour l'avenir la construction d'un nouveau secteur protégé, propriété de l'État, et neuf et de qualité, donc, qui maintiendra le nombre d'appartements nécessaires pour loger notamment les enfants du pays, parce que les Monégasques, eux, nous avons voulu d'abord bien sûr nous occuper de leur logement, et vous le savez, donc, comme le souhaitait le Conseil national, le prince souverain, depuis maintenant mars 2019, a lancé un vaste plan de construction domaniale, réservé exclusivement aux nationaux, à mes compatriotes. Donc nous aurons 600 appartements neufs livrés d'ici 2023. Une belle mission s'est achevée et je retrouve mes proches. On ne peut pas espérer mieux dans la vie. Voilà, donc il y a quelque chose qui vient de s'accomplir et en même temps c'est une soirée de retrouvailles. Je passe d'une expérience incroyable avec des camarades hors normes en train de faire des choses inoubliables à retrouver mes amis, ma famille, etc. Donc non, j'ai la sensation d'être très privilégié ce soir. L'origine de ces formations remonte sans doute à plus de 20 000 ans, quand le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Et que peut-être qu'à l'origine de ces anneaux, il y a un événement qui a précédé la formation de ces anneaux. Ces anneaux, c'est peut-être des vestiges de quelque chose qui a eu lieu il y a bien longtemps, il y a plus de 20 000 ans. C'est très probable que cela appartenait à des récifs qui, eux, touchaient la surface. Des récifs de coquillages, peut-être des récifs de vers marins, je ne sais pas, on va voir ce que les analyses nous donnent. Et ensuite, il y a eu une seconde vie quand le niveau de la mer est remonté, et même une troisième vie quand le niveau de la mer a atteint le niveau actuel. Écoutez, oui, j'ai envie de dire qu'il faut rester positif malgré un petit peu les informations que nous pouvons entendre sur les évolutions du cas de personnes touchées. Nous avons des demandes de dernière minute. Les gens ont été assez attentistes sur le mois de juillet, mais on note pas mal de demandes de dernière minute pour des départs dans une semaine, 2 semaines, pour le mois d'août. Donc oui, beaucoup de pays sont encore ouverts. Et les gens veulent plus que voyager. Le Mondial du théâtre, c'est un festival de théâtre qui accueille en Principauté de Monaco pendant 7 jours des troupes qui viennent du monde entier pour montrer leur art, pour montrer ce qu'elles savent faire sur scène ici en Principauté de Monaco. Quel style de théâtre vous allez proposer ? Eh bien, c'est ce qui fait la caractéristique du mondial, comme son nom l'indique, c'est que vous avez toutes les cultures théâtrales du monde qui sont représentées, puisque nous essayons d'avoir des troupes qui viennent des 5 continents. Alors c'est vrai que cette année, en raison de la pandémie, c'est un petit peu plus compliqué, mais au départ, nous avions
nous avons des troupes qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Europe. On devait avoir des troupes d'Asie, mais malheureusement, en raison de la pandémie, elles ont dû annuler. Et donc, le théâtre tel que nous le connaissons, nous, ici en Europe, ce n'est pas le même genre, le même style de théâtre qu'on peut rencontrer dans ces autres pays. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du mondial, c'est de venir voir ici en Principauté tous les styles de théâtre que l'on peut croiser dans le monde. Quelles seront les dates et quel sera le parcours de ce prochain rallye? Alors les dates sportives s'étalent du 20 au 23 janvier prochain et l'itinéraire se répartit sur 4 jours avec une première étape au départ de Monaco dans l'arrière-pays niçois avec 2 épreuves spéciales qui sont l'Ulceram Lantosque et la Bolène Vésubie-Moulinet, c'est-à-dire des spéciales traditionnelles. Le lendemain, nous restons dans les Alpes-Maritimes pour faire 2 fois 3 épreuves spéciales. Saint-Sauveur-sur-Tinée-Beuil, c'est devenu Roure-Beuil, on part un petit peu plus haut. Après Pierre-la-Silence, comme je le disais, depuis la route d'accès à Valbert. Et ensuite la Tour-sur-Tinée, Saint-Jean-la-Rivière, dont beaucoup se souviennent en 2006 et qui avait été même annulée d'ailleurs. Le lendemain, nous montons dans les Alpes de Haute-Provence, où nous allons faire une spéciale au niveau de le Fugeret. Puis nous allons sur Digne-les-Bains où nous avons un parc de regroupement et de changement de pneumatiques. Et on va faire Saint-Jeannet-Maligé. Et ensuite, on va faire 2 fois aussi Saint-Génier-Thouars. Saint-Génier-Thouars, c'est une partie raccourcie de Sisteron-Thouars. Le lendemain, on est toujours sur Monaco et on va faire 2 épreuves qui sont Col Saint-Raphaël, mais que l'on appelle La Penne, puisqu'on est sur le territoire de la commune de La Penne, direction Collonges. Et puis ensuite, Briançonnet-Entrevaux, qui était la Power Stage de l'année dernière. Donc c'est 2 épreuves à faire 2 fois le dimanche matin. Ce qu'il faut dire, c'est que tout, et c'était peut-être votre question suivante, tout se passe sur Monaco. Pour fêter le 90e édition du Rallye Monte-Carlo, il fallait revenir sur Monaco. Alors peut-être qu'on ne reviendra qu'en 2022, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Est-ce qu'on aura suffisamment de place pour accueillir autant de concurrents que sur les épreuves précédentes? On n'en est pas encore certain. Donc il va falloir qu'on fasse une belle répartition des voitures de course et des assistances, en sachant que les professionnels engageront peut-être l'année prochaine 4 voitures par écurie. Je pense que le significat principal de cet événement, de la signature et de cette célébration, c'est la reconnaissance des bonnes relations, des relations positives et constructives qui existaient et qui existent aujourd'hui, qui continuent à exister entre les deux réalités, entre les Saint-Sièges et la Principauté. Peu d'États dans le monde ont aujourd'hui le catholicisme pour religion d'État, dans une Europe qui est très largement déchristianisée. Que représente aux yeux du Vatican l'exemple de Monaco? Oui, c'est vrai, c'est un peu exceptionnel. Mais je pense qu'on ne doit pas penser seulement à un héritage historique, à quelque chose qui reste du passé, non? Mais plutôt comme une opportunité. Je pense que je vois cette exception dans le panorama d'Europe et du monde entier, parce qu'il y a très peu d'États encore qui reconnaissent la religion catholique comme religion d'État. Mais je pense qu'il s'agit d'une opportunité, d'une grande opportunité. Opportunité dans quel sens? Opportunité dans le sens de la collaboration entre l'État et l'Église catholique. L'idée que je me fais est qu'on ne doit pas revenir à l'arrière. On doit avancer, mais avancer dans ce sens positif. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, on le peut faire. Voilà ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Et qu'en est-il des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vous a fait rire ou pas sur Facebook, Instagram, Twitter et autres? Vous allez le voir, on commence avec une leçon d'anthologie de basket donnée par un père à son fils. Oh, oh, oh! Yo, X Games. Oh!
Et oui, faire manger un bébé avec la technique de l'avion, ça marche plus toujours. On se quitte avec un panel des plus belles photos de nos reporters Manuel Vitali, Michael Lalézy et Stéphane Dana qui sont sur le terrain 7 jours sur 7. À votre prochain rendez-vous avec l'actualité sur Monaco Info. Décidément, on ne se quitte plus. Ce sera en ma compagnie ce lundi dès 19h. Passez une très belle fin de soirée. À lundi.